Hello, je te propose aujourd'hui d'aborder un sujet fort que je trouve vraiment très important. C'est pourquoi notre manière d'entreprendre est-elle obsolète? C'est un sujet flagrant que je retrouve chez de nombreuses entrepreneuses et entrepreneurs. C'est que notre manière d'aborder les questions majeures de nos entreprises sont vraiment source de souffrance. Beaucoup d'entrepreneurs souffrent et ont des difficultés majeures dans leur approche entrepreneuriale sans vraiment comprendre pourquoi. En fait, on a une approche des pratiques de business, une manière de construire nos pensées, nos décisions qui appartiennent au 19e siècle versus une approche beaucoup plus moderne, tempérée, qui appartiendrait donc au 21e siècle, siècle dans lequel nous sommes. Et je te propose d'évoquer ensemble 5 points qui sont liés à la manière d'entreprendre. Quelle est la différence entre 19e et 21e siècle? Les injonctions sociales, les mythes entrepreneuriaux et un élément qui est une erreur aussi récurrente qui intervient chez les entrepreneurs, que nous apprenons malgré tout à l'école, mais qui est complètement fausse. Donc, c'est un sujet passionnant sur lequel vraiment que j'étudie depuis de nombreuses années. Je vais me présenter brièvement. Je suis Levesque David, business mentor, le fondateur de l'accélérateur Business Temple. J'exerce depuis 2014 et donc, si tu veux, aujourd'hui, j'ai plus de 8000 heures d'accompagnement, abordé plusieurs milliers de projets et notamment, j'en ai écrit un livre qui est encore en cours de rédaction, que tu peux télécharger d'ailleurs, qui s'appelle La psychologie de l'entrepreneur, les mécanismes cachés de l'échec et de la réussite. Et tout ça, ça démarre sur un constat, parce que si tu veux, j'ai étudié plus de 2334 projets. Et en gros, qu'est-ce qui fait qu'ils ont réussi, pas réussi, etc. J'ai des milliers de notes suite à mes sessions d'accompagnement. Tout est noté, tout est organisé de telle manière à pouvoir à consolider une information entrepreneuriale. Et j'en ai déduit un ensemble de facteurs clés. Et donc, tu peux télécharger d'ailleurs ce livre hein, sur le site web businesstemple.co/go/apce. Tu as le lien sous la vidéo en fonction de ton écoute. C'est gratuit, le livre est en cours de rédaction, donc le livre, tu n'auras pas accès en entier. Par contre, en échange, ce que je te propose, c'est de me partager ton feedback, ce que tu as compris, pas compris, les parties que tu aimerais voir. Voilà, c'est une interaction et l'idée, c'est de rendre le livre encore plus complet, plus précis, plus pragmatique pour t'aider dans ton quotidien d'entrepreneur. Alors, premier point, vraiment flagrant, qui est obsolète dans notre manière d'entreprendre, c'est le trio je n'ai pas le temps, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas l'argent. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne marche plus. Autant il y a une époque, disons 100 ans en arrière, ça faisait sens. Parce que effectivement, tout le monde n'avait pas accès forcément à des ressources d'éducation et d'instruction, YouTube ou des bouquins, etc. Parce que ça coûtait littéralement cher. Et puis, il y avait un problème d'accès. Quand tu habitais au fin fond de la campagne, il fallait peut-être 3 jours à pied, à vélo ou à cheval, j'en sais rien, pour aller dans une ville et consulter des livres, par exemple. L'école coûtait cher et il y avait une obligation, une urgence à approvisionner son foyer en argent pour pouvoir manger, hein, tout simplement. Et donc, voilà, cette urgence-là, eh ben, bon, ben, faisait effectivement que la prise de risque coûtait très très cher. C'est-à-dire que le coût d'opportunité à lancer une entreprise, à tout investir des économies dans quelque chose qu'on ne connaissait pas, était tellement fort qu'on préférait rester au statu quo, c'est-à-dire ne rien changer et faire en sorte que ce qui est existant fonctionne. Sauf qu'aujourd'hui, en 2024, on a accès pour une bouchée de pain à la connaissance. Je veux dire, contre un abonnement à Internet qui vaut quelques dizaines d'euros en moyenne, tu as accès à toute la science disponible sur Internet. Tu as accès à des réseaux entrepreneuriaux, à des éléments de soutien flagrants. Avant, si tu veux, il y a 100 ans, c'était que l'élite qui avait accès à la chambre de commerce, des choses comme ça. Alors c'est pas vrai exact ce que je te dis, mais quand même, en gros, c'était dédié à une certaine population. Aujourd'hui, n'importe qui peut aller à la chambre de commerce, chambre des métiers, poser une question et il y aura une réponse fiable, pertinente, voilà. Donc aujourd'hui, la notion je n'ai plus le temps, je n'ai pas d'argent ou pas assez d'argent ou je n'ai pas les compétences, c'est juste une fuite, c'est une excuse pour ne pas aborder frontalement sa situation d'entrepreneuse-entrepreneur. Alors,
L'idée ici n'est pas de verser dans la culpabilité. «Ah ouais, mais non, mais je suis nul parce que voilà, ah mais non, mais je suis trop bête, franchement, regarde, j'ai pensé ça». Non, c'est pas ça le débat. Le débat, c'est juste de prendre conscience des vecteurs qui viennent limiter ton action entrepreneuriale. Ces éléments de réflexion qui sont obsolètes, on peut les avoir, bien sûr, au début de sa démarche entrepreneuriale, quand tu fais une reconversion pro, par exemple, voilà, lors de la création, et bien sûr, lors des phases d'accélération. Et en règle générale, c'est dans les phases d'accélération de croissance d'entreprise qu'on va vraiment observer les éléments bloquants dans la psychologie de l'entrepreneur, parce que c'est là que ça va vraiment créer des nœuds, ce qu'on appelle des goulots d'étranglement dans le développement, et il va falloir les lever pour réussir à continuer à développer l'entreprise. Donc aujourd'hui, on peut se préserver du temps un peu chaque semaine, on peut apprendre à organiser son temps. L'argent, on peut faire des levées, il y a des levées de fonds, on peut faire du crowdfunding, on peut faire un emprunt, etc. Et puis, honnêtement, aujourd'hui, on peut démarrer une entreprise juste pour quelques milliers d'euros. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup, beaucoup d'argent pour lancer une entreprise, même si ton concept est un concept industriel. Parce qu'aujourd'hui, on va d'abord chercher ce qu'on appelle une proof of concept, c'est-à-dire ben, prouver que l'idée est bonne. Et prouver une idée qui est bonne, c'est quoi? Ben, c'est une page web éventuellement, c'est une enquête de terrain, c'est lancer des précommandes. Il y a vraiment plein de manières aujourd'hui de prouver que ton idée est pertinente et qu'elle intéresse du monde sur ton marché. Et donc, une fois qu'on a la preuve de concept, il y a une demande, il y a un business model effectivement rentable à développer, bon ben là, on a un argument pour aller chercher des fonds. Et il y a plein de personnes autour de toi, que ce soit des particuliers comme des professionnels, qui sont prêts à prêter de l'argent, en tout cas à initier quelque chose. Et puis, on a les accélérateurs tels que Business Temple, d'autres aussi qui aident à concrétiser le projet aussi, notamment d'un point de vue financier. Et puis les compétences, bon, on l'a vu, on est accès partout sur Internet. On a accès aussi à des gens ben, comme moi, un business mentor, des conseillers, des consultants, etc., qui ont une compétence, une expertise et qui peuvent la partager. On a accès à des réseaux entrepreneuriaux aussi qui sont la plupart du temps gratuits contre des participations tout à fait anecdotiques. Et donc, on a accès à la compétence entrepreneuriale. Ensuite, il y a un phénomène et qui est lié au paradigme du 19e siècle versus le paradigme du 21e siècle. En bref, au 19e siècle, comment tu faisais pour lancer un produit? Ben, ça rejoint un peu ce que je dis il y a 2 minutes, mais ben, pour lancer à l'époque, imaginons que tu voulais fabriquer un stylo, tu vois, par exemple ce stylo plume, imaginons que tu étais fan d'écriture, et bon, ben, il te fallait acheter du matériau, typiquement une usine ou un atelier, embaucher du monde pour fabriquer ça, acheter la matière première, fabriquer ton stylo, l'emballer, l'envoyer dans des boutiques pour le vendre. Et puis, 6 mois, 1 an plus tard, eh ben, tu regardais, tu comptais le nombre de stylos que tu avais vendus. Et là, tu savais concrètement si ton produit fonctionnait ou pas. Si tu avais la fameuse proof of concept ou non. Et donc, sur cette période-là, ben, tu engageais beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de compétences, de ressources, pour en fait ne pas savoir si ça allait fonctionner ou pas. Ça, c'est le paradigme du 19e siècle. Versus 21e siècle, où justement, comme je disais tout à l'heure, tu peux lancer une page web ou une mini-version de ton produit, aller la vendre, et là, si tu ressens un appel du marché, c'est-à-dire beaucoup de précommandes, beaucoup de commandes, beaucoup d'intérêt de la part d'une audience, beaucoup d'appels, beaucoup d'emails, ce genre de choses, une fois, on sent un appétit de l'audience, auquel cas, on a ce qu'on appelle une proof of concept, et donc là, on peut commencer à monter crescendo dans l'investissement, ou alors monter carrément dans l'investissement en fonction des facteurs, etc. Chaque entreprise a une approche qui va être propre. Et donc ça, c'est vraiment top. 2 modèles antinomiques de manière de fonctionner. C'est pas que les deux, c'est pas qu'il y en a un qui est juste, l'autre qui est faux. C'est juste que l'approche du 19e siècle ne correspond plus du tout à la manière de fonctionner aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai encore d'entrepreneurs qui viennent me voir, qui ont fabriqué typiquement des potiers, tu vois, ou des peintres, ou des artistes comme ça, tu as des sculpteurs qui fabriquent une quantité innombrable de produits finis, mais qu'ils n'arrivent pas à vendre. Et le problème, c'est que ça immobilise du stock, une matière première, de l'argent, donc, ça immobilise du temps qui n'a pas été consacré à autre chose, et puis surtout avec un stock de produits invendables. Donc ça va prendre de l'espace dans l'atelier, ça va... Voilà, il y a un faisceau d'air de conséquences en chaîne qui est majeur. Et à ça, il y a un autre problème, c'est que, alors je ne vais pas me faire des copains en disant ça, mais typiquement la CCI, la Chambre des métiers, d'autres organismes comme ça un peu institutionnels, ou même des grands assos qui sont liés à l'accompagnement des entrepreneurs, délivrent
un conseil, malheureusement, qui est basé sur des réflexions du 19e siècle. Typiquement, si tu as déjà été en contact avec la chambre des métiers ou la chambre du commerce et de l'industrie, on t'a rarement parlé de stratégie d'email, on t'a rarement parlé de stratégie de marketing, on t'a pas parlé de comment optimiser le référencement sur Google et pourquoi c'est intéressant, etc. La seule chose qui les intéresse, c'est vendre leurs produits, vendre leurs formations. Donc là, il y a un enjeu ouais, comment on appelle ça? Il y a un peu un biais là-dedans. Il y a un peu un aspect de lobbying, d'orientation, de conseil orienté. Voilà, c'est la chambre des métiers, typiquement, ou la chambre du commerce, CCI, et c'est des mastodontes avec une inertie politique très lourde, et ils n'ont aucun intérêt à te conseiller des techniques trop modernes pour deux raisons très simples. C'est un, ils n'en ont pas conscience, et deux, ils ne peuvent pas y répondre. C'est leurs concurrents, des gens comme moi qui y répondons. Donc forcément, c'est pas, voilà, ça va pas dans le sens de leur business. Et donc, du coup, ben, la conséquence, c'est que le conseil, ben, derrière, n'est pas complètement pertinent, il va être biaisé, etc. L'entrepreneur, d'ailleurs, va nourrir une frustration, et ainsi de suite. Alors, un exemple de conseil, quoi, je ne peux pas forcément de conseil, mais d'approche 19e versus une approche du 21e. Ça, c'est des choses que tu retrouves hein, dans le livre hein, que je t'invite à télécharger sur businesstemple.co/go/apce. Tu as le lien sous la vidéo. Typiquement, lors d'une reconversion professionnelle, euh, ça dépend bien sûr de quel domaine tu es, mais très souvent, c'est vu comme une prise de recul, comme un échec, comme un mouvement en arrière dans ta vie. Au 19e, au 19e siècle, c'était comme ça qu'on voyait une reconversion. Alors que finalement, c'est une manière aujourd'hui courante de voir ça comme une opportunité, comme au contraire une croissance personnelle, de renouvellement, de se recentrer sur soi et ce qui est vraiment important pour soi, etc. Euh, et par exemple, manière 19e siècle, pour atteindre des clients, ben, on faisait la pub dans la presse, à la radio, à la télévision. C'était plus ou moins les trois canaux principaux qui existaient. Bon, aujourd'hui, clairement, on a Facebook, on a Google AdWords, on va avoir le référencement naturel, on va avoir les partenariats, les stratégies de vente croisée. Quoi. Voilà, on est vraiment sur des approches bien plus larges et très souvent bien moins coûteuses que de la presse, de la radio ou de la télévision. Voilà, ça c'est des choses que je peux te dire. Après, je peux en parler, je suis intarissable sur le sujet. Mais pour finir, c'est une image vraiment qui parle à tout le monde pour comprendre cette notion de conseil obsolète, d'obsolescence sur notre manière d'approcher le business. C'est celle du pont du Gard. Tu connais le pont du Gard, c'est un aqueduc donc, qui a été construit il y a 2000 ans par les Romains pour alimenter la ville de Nîmes en eau. Et donc, il y a un parcours, je ne sais plus combien de kilomètres, on va dire quelques dizaines de kilomètres, qui part de Uzès, magnifique ville à visiter si tu ne connais pas, et qui va à Nîmes. Et donc, il y a cet aqueduc qui a 2000 ans, qui a été construit juste pour transporter de l'eau. Okay, bon, ben, certes, il y a 2000 ans, cet aqueduc était majeur, c'est une innovation, c'était quelque chose vraiment de fantastique pour pouvoir approvisionner la ville de Nîmes en eau, sauf qu'aujourd'hui, ça serait complètement obsolète de continuer à l'utiliser alors que la pompe, le tuyau existe, parce que le tuyau va offrir beaucoup moins de pertes et de gaspillage d'eau, la pompe va avoir une propulsion beaucoup plus forte, etc. Alors après, on peut discuter la pertinence de la pollution peut-être engagée par la pompe, la consommation électrique, etc., etc. Ça, on peut en débattre si tu veux. Là, il n'y a pas de débat, c'est que si tout le monde devait fonctionner de nouveau avec des canaux de transport d'eau, des aqueducs, etc., eh bien, on n'aurait pas toute l'eau qu'on aurait besoin dans nos villes aujourd'hui. Mais ça, donc, il ne s'agit pas de le prendre au premier degré, il s'agit de repérer l'obsolescence qu'il y a dans l'approche d'un paradigme par rapport à un autre. Maintenant, j'aimerais te parler des mythes entrepreneuriaux. Ces sujets que je retrouve pareil régulièrement dans mes sessions de conseil. Par exemple, tu ne sais pas faire, tu n'as pas les compétences. Un entrepreneur aime la compétition, il doit écraser ses concurrents. Ou alors, il faut avoir une bonne idée pour créer une entreprise. Un entrepreneur aime le risque, il doit jouer avec le feu continuellement. Un entrepreneur est un super-héros, il faut être jeune pour entreprendre, il faut être grand parleur pour vendre.
Les entrepreneurs n'ont pas de vie privée. L'argent est la seule motivation des entrepreneurs, etc., etc., etc. Je peux en citer des dizaines. Ça, ce sont des mythes. D'accord? C'est-à-dire que c'est des idées préconçues, ce sont des procès d'intention, ce sont des jugements, ce sont des postures inadéquates au regard de l'entrepreneuriat. Il y a certes des entrepreneurs qui sont très orientés sur l'argent, d'autres très orientés sur la célébrité, d'autres et effectivement qui sont workaholiques et qui investissent toute leur énergie dans leur travail et dans l'entreprise, etc. Mais c'est pas la manière unique d'être entrepreneur. Il y a des manières d'être entrepreneur d'être beaucoup plus équilibré, beaucoup plus en paix avec soi, beaucoup plus dans l'écoute de son corps, de son cœur, de son âme, de son foyer, des dynamiques qui sont autour de soi, etc. Et ça, moi, c'est ce que j'appelle une entreprise du 21e siècle. C'est-à-dire on n'a pas besoin, comme mon père, de faire 80 heures par semaine. Mon père est agriculteur. On peut au contraire avoir une approche entrepreneuriale qui est beaucoup plus respectueuse. Alors, est-ce qu'il y a des moments où il faut travailler beaucoup? Oui, évidemment. Mais on peut aussi développer une approche entrepreneuriale qui soit beaucoup plus liée à l'équilibre que à la réponse de ces stéréotypes. Le problème de ces stéréotypes, il est, on va dire, en un point principal, c'est qu'il va venir formuler une forme d'injonction, une obligation rigide, auquel on va penser peut-être devoir se plier, se conformer. Et évidemment, quand on se conforme à une règle qui n'est pas la sienne, elle va générer de la souffrance. De la souffrance parce que il faut que je sois riche. Regarde, je suis encore pauvre. Regarde l'autre, il roule en une super Ferrari, machin, un truc. Donc là, comparaison externe, bon, bah, c'est de la souffrance. Ou alors parce que tu n'arrives pas à avoir l'apport financier nécessaire pour vivre ou pour financer ton business. Et du coup, ça génère plein de complexes, plein de bordel dans la tête. Donc, c'est pas pertinent. Donc, ça va générer du stress et de l'anxiété. Ça va générer une perte de l'identité personnelle parce qu'on croit qu'il faut gagner du pognon quand on est entrepreneur. Non, il y a des entrepreneurs qui gagnent juste modérément leur vie, et puis tout le reste des bénéfices est laissé dans la boîte ou transformé en d'autres projets. Et bien sûr, ça génère de l'épuisement. Techniquement de l'épuisement mental et in fine du burn-out. Voilà. Donc toi, dans l'outil, moi, dans le livre, je te propose un outil là, concret, tu vois, pour justement déjouer les mythes entrepreneuriaux. Il y a 5 questions qui permettent de les identifier, parce qu'on a tous nos propres injonctions et mythes qui sont encore en nous. Il s'agit de les identifier et puis progressivement de réinventer son modèle. Quatrième point que je voulais aborder avec toi, ce sont les injonctions sociales. Alors, une injonction sociale, c'est par exemple, il faut travailler sans relâche pour mériter le succès, la prospérité est le reflet de la vertu, si tu n'es pas constamment occupé, tu n'es pas assez productif, tu dois installer un hôtel de prière dans un magasin, tu sais, c'est pour les bouddhistes, hindouistes, etc. Sois bon, observe le Shabbat pour la communauté juive, ne montre pas trop ton bonheur ou ton argent, c'est sale et insultant. Ensuite, par exemple, il faut maximiser les profits parce que c'est l'objectif ultime. Être constamment compétitif est essentiel. La croissance est le seul indicateur de succès. Le profit justifie tous les moyens. Ou alors, il faut travailler dur pour réussir. Il faut se tenir droit à table et ne pas mettre les coudes sur la table. Je dois me présenter aux conférences en costume avec cravate ou en tailleur pour une femme. Le succès est atteint uniquement par des voies conventionnelles. L'échec est synonyme d'infamie, etc., etc. Ça, ce sont des injonctions. C'est-à-dire, c'est des jugements. C'est une manière d'aborder un contexte de situation avec un prisme. Et un prisme, bien sûr, là, qui est négatif et qui, l'injonction, si tu veux, ça peut être un dogme, ça peut être un paradigme ou un héritage culturel. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui ne te correspond pas directement. C'est pas toi, quoi. C'est quelque chose qui vient de la société, que tu as appris. Et malheureusement, c'est tellement insidieux qu'on les met en œuvre par défaut. On n'a que ça comme modèle, et tant qu'on ne les a pas identifiés, déconstruits, choisis éventuellement, ou rejetés pour mettre autre chose à la place, eh bien, on est habité par ça. Et typiquement, moi, j'avais pendant très longtemps deux phrases, typiquement, que mon père m'avait dit on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Ou alors, comme je voyais mon père faisait 80 heures par semaine, mais moi, quand j'en faisais beaucoup moins, je me dis, putain, David, en fait, tu fous rien, t'es une grosse feignasse. Vraiment, tu vois. Et ça, c'est deux injonctions. Alors, je ne suis pas en train de faire un procès à mon père. J'ai juste identifié, tiens, si on peut vivre d'amour et d'eau fraîche, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire vivre d'amour et d'eau fraîche? Ça veut dire que, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Ça veut dire que, c'est quoi? L'amour, c'est pas quelque chose de constructeur? Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui peut être porteur?
moi, je pense au contraire qu'on peut vivre d'amour et d'eau fraîche et que, en fait, tout le phénomène de capitalisme, de productivisme, c'est lui, en fait, qui t'a questionné. C'est pas le fait d'être nu au bord d'une cascade. Et ça, en plus, c'est une image un peu utopique parce que, bon, en hiver, ici, t'es pas nu au bord d'une cascade, hein. Bon, il faut aller faire du bois pour chauffer ta maison. Mais tu vois, il faut faire du bois pour chauffer la maison. Ça, c'est déjà une injonction. Donc, être attentif à tous ces éléments de vocabulaire, parce que ces éléments de vocabulaire vont nous donner un indice important sur qu'est-ce qui t'appartient et qu'est-ce qui ne t'appartient pas. Et quand on est capable de faire ce distinguo-là, et on peut mieux arbitrer des choix, des choses qu'on veut laisser rentrer dans sa maison et des choses qu'on ne veut pas dans notre vie parce qu'on estime que ça nous consomme plus d'énergie, que ça nous apporte de bonheur, d'enthousiasme, de joie, etc. Parce que c'est ça le sujet au final. Là, on parle de souffrance entrepreneuriale, on parle des choses que tu t'obliges inconsciemment ou consciemment à suivre pour répondre à un phénomène social qui ne t'appartient pas. C'est comme quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent doit avoir une belle bagnole, une belle voiture. C'est une injonction sociale. Or, toi, tu as peut-être juste envie de rester simple, de rester sobre, même si tu gagnes 1 million d'euros de salaire par mois. Parce que toi, tu as estimé que finalement, ton plaisir à toi, c'est pas d'avoir une grosse bagnole, c'est juste d'être entouré des personnes que tu aimes et filer ton pognon à des œuvres qui te sont pertinentes, à d'autres projets, investir directement dans l'immobilier, que sais-je. Ok. Donc, bien sûr, les injonctions sociales ont un rôle parce que tout ce qui existe dans nos vies a une fonction et la fonction de l'injonction sociale, je vais y arriver, c'est de soutenir et de guider les comportements en société. Donc, c'est une bonne chose à la base, ok. Donc, ça permet de codifier comment on interagit entre nous. Et il y a des bénéfices, bien sûr, à se défaire des injonctions sociales. Donc, plus précisément, comme gagner en autonomie, en authenticité, développer sa satisfaction personnelle, libérer la créativité, la résilience, des relations humaines plus authentiques, et bien sûr, un bien-être mental. Ce qu'on appelle la charge mentale, en gros, puisque je n'ai plus à répondre, il faut être riche, machin, ou quand je suis riche, je dois faire ça. On commence à se foutre la paix et à donner de notre énergie là où on le souhaite. Et pareil, dans le livre que je te propose, il y a des outils, des questions clés à se poser pour identifier les injonctions sociales et une manière aussi de les déconstruire de manière paisible, parce qu'il ne s'agit pas d'installer le bazar dans ta tête finalement, à tout déconstruire d'un coup, puis se retrouver un peu en vrac. Non, il s'agit d'y aller progressif, c'est une manière introspective de questionner qu'est-ce qui se passe dans nos vies et de passer progressivement aux éléments qui nous créent de la souffrance, de l'épuisement, de la charge mentale d'un boulet à tirer vers une situation entrepreneuriale qui soit paisible, qui soit vraiment alignée sur de l'amour, la contribution, sur quelque chose d'authentique, de congruent aussi, hein, c'est un mot que j'aime bien utiliser, être congruent entre ce qu'on a envie vraiment dans son âme, dans son cœur, et ce qu'on met en œuvre comme acte. Et ça, je trouve que c'est les plus belles stratégies d'entreprise, c'est quand on est vraiment congruent. Et d'ailleurs, je pense qu'on a beaucoup plus de chances de réussir une entreprise quand on est congruent entre ses valeurs et ce qu'on fait dans son business que quand on accepte des injonctions ou ce qu'on pense être obligatoire dans le business. Typiquement, un entrepreneur, j'ai déjà eu des cas comme ça, des entrepreneurs qui importent des produits de Chine. Alors, la Chine, c'est pas le problème. Là, c'est le problème, les produits qui étaient vraiment pas costauds, qui pétaient rapidement, donc il y avait vraiment une obsolescence programmée. Et du coup, il était content de vendre ce produit parce qu'il savait qu'il répondait à un problème. Mais derrière, il y avait en parallèle ce truc de putain, ça m'ennuie vraiment de vendre ce produit-là parce qu'il casse, quoi, il ne vaut rien. Vraiment, il y a un bug de qualité. Et je sais que les gens reviennent vers moi pour en racheter. Alors voilà. Donc, c'est, je pense, très important d'être très au clair sur les approches business qu'on va avoir, la congruence. Et c'est comme ça que moi, avant, tu sais, j'étais commerçant dans l'informatique. J'ai lancé plus de 15 business dans ma vie, hein. Et typiquement, quand je vendais des imprimantes, je voyais que les imprimantes de marque Epson étaient tout le temps en panne. C'est celle qui générait le plus de demandes de SAV, donc d'assistance client, etc. Et parfois, j'avais vraiment des clients qui sortaient avec le carton de l'imprimante sous le bras, et 2 heures après, quand c'était chez eux, qui cherchaient à l'installer, il y avait déjà un problème. Ils n'arrivaient pas à faire un truc compagnie. Donc du coup, j'ai pris une décision, j'ai arrêté de vendre des imprimantes Epson, tout simplement. Et j'ai vendu leur concurrent, qui était Brother, et qui était à l'époque, alors je suppose que c'est toujours le cas, mais qui était vraiment le concurrent le plus cool vis-à-vis de l'obsolescence programmée des imprimantes. Voilà. Donc, on a vu la manière d'entreprendre obsolète, le paradigme 19e, 21e siècle.
on a vu les mythes toxiques pour l'entrepreneuriat, on a vu les injonctions sociales, et il nous reste un dernier point à aborder, qui est celle des compétences. Et aujourd'hui, on a une manière pareille qui est complètement dépassée pour comment on aborde la compétence. À l'école, on te dit, tant que tu n'es pas assez bon dans tel domaine, bosse dessus. Tu n'es pas bon en français, bosse sur le français. Tu n'es pas bon en maths, mets le focus sur les maths. Et ça a un problème majeur, c'est que, un, ton cerveau va apprendre à se concentrer là où il n'est pas bon, et donc il va ignorer ou ne pas valoriser ou ne verra pas assez les endroits où au contraire tu es excellentissime, des endroits où tu es vraiment très très bon, et d'autres endroits où tu es juste bien, mais c'est génial d'avoir ces compétences-là. Donc déjà, il y a un problème d'où est-ce qu'on met le focus. Et bien sûr, ça va générer tout un faisceau psychologique qui va être néfaste. Je ne suis pas bon à ça, je n'ai pas la compétence, je ne suis pas à la hauteur, je ne peux pas y aller parce que il faut être bon comptable pour être entrepreneur, machin. Et du coup, eh bien, on va encore cristalliser sur là où je ne suis pas bon plutôt que de mettre l'attention là où je suis bon. Et pourquoi c'est un problème? Parce que dans l'entrepreneuriat, on a toujours, même une entreprise qui cartonne a toujours des points faibles, des lacunes, des manquements en termes de compétences, etc. Mais pourquoi l'entreprise réussit à se développer? Parce qu'elle se focalise là où elle est excellente. Et ça a un nom en business, ça s'appelle un avantage compétitif. Et juste si je me focalise sur la personne de l'entrepreneur, tu vois, l'entrepreneur qui gère son projet, si au début tu te concentres sur des points forts, par exemple tu vas être excellent dans tel domaine, vraiment très compétent dans tel domaine, très très bon dans tel domaine, bon ben on a là typiquement l'essence qui va nous permettre de générer de l'enthousiasme, de la joie, d'initier des premières ventes, ou au contraire de les développer, etc. Et il y a eu aussi un truc très intéressant pour schématiser cette situation-là. Si je fais une ligne droite, et que ici typiquement, je mets tous mes points faibles, les points de non-excellence, les points où je m'estime vraiment mauvaise, et que ici je mets les points que je pense être bons, et que là je mets la zone d'excellence dans laquelle je veux aller, eh bien la distance pour transformer un point faible en un point d'excellence est beaucoup plus longue que pour transformer un point de compétence en un point d'excellence. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant et de très loin, de se focaliser sur ces points de qualité, même si je pense être moyen, parce que c'est beaucoup plus rapide de les transformer en points d'excellence qu'un point faible de le transformer en point d'excellence. Et typiquement, un entrepreneur qui veut faire un blog pour développer du référencement naturel pour sa boutique en ligne, par exemple, va pouvoir se mettre à fond sur l'écriture s'il aime l'écriture. Si tu n'aimes pas écrire, ben, ne fais pas de blog. Ou alors, ton blog, tu vas le faire par une stratégie de podcast, une stratégie de vidéo. Si au contraire, tu détestes le contenu, que ce soit vidéo, écrit, etc., ben, quels sont tes atouts en termes de communication? Peut-être que tu vas me répondre, ben moi écoute, je suis très très bon en présentiel, vraiment, quand je suis derrière un stand, une foire, un salon, etc. Franchement, je suis très à l'aise, j'adore ça. Bon, ok, on va mettre notre focus sur le contact en direct. Et au contraire, d'autres personnes vont être très intimidées par du salon, par contre, vont être très confortables, par exemple, à la radio. Alors ok, on va mettre notre focus sur la radio. Et donc, c'est ça tout l'intérêt de bien identifier ces points, on va dire, de non-excellence versus ces points où on a déjà des aptitudes vraiment développées, les points d'excellence, pour mettre le paquet sur là où on a déjà des aptitudes. Voilà. Et ça, c'est le paradigme du 21e siècle, parce qu'on se focalise sur là où on a déjà des compétences, versus là où l'école nous obligeait à nous concentrer sur nos points de non-excellence, où on n'avait pas d'appétence, on n'avait pas d'appétit à aller. Et il y a un facteur d'ailleurs sous-jacent, c'est que quand je vais davantage sur les points d'excellence ou les points où j'ai déjà des compétences, des bases de compétences, eh bien j'ai probablement beaucoup plus d'aptitude à générer de la joie, de l'enthousiasme, autrement dit le cocktail du bonheur, j'ai fait un podcast dédié à ça, donc des éléments neurochimiques, physiologiques, mentaux, psychologiques, de cœur, d'âme, qui vont me porter, qui vont me booster, qui vont me donner une énergie de malade
pour justement réussir à développer mon business. Voilà. Et donc, on en termine pour cet épisode hein, sur comment notre manière d'entreprendre est obsolète. Je t'ai exposé tous ces 5 points. Je t'invite à aller vraiment plus loin en téléchargeant ce guide. Quoi, même pas ce guide, hein, c'est un livre, excuse-moi. Hein. La psychologie d'entrepreneur, les mécanismes cachés de l'échec et de la réussite. C'est un livre qui est encore en cours d'écriture. Tu as accès gratuitement. En échange, je te propose de me donner ton feedback. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Qu'est-ce qui t'aide vraiment? Moi, ça va m'aider à étoffer le livre et le rendre encore plus pertinent pour les entrepreneurs que vous êtes. Merci à toi. Tu as le lien autour de la vidéo pour pouvoir accéder à ces documents, c'est des questions, quoi que ce soit. Sens-toi libre d'interagir avec moi. Merci, excellente continuation.